OK. Ouais, c'est OK. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, donc je vais vous présenter le projet Open Radiation qui, en titre un peu plus long, c'est « Les citoyens participent à la mesure de la radioactivité dans l'environnement ». Alors, un bref historique. Après Fukushima, il y a un certain nombre d'applications grand public qui sont apparues par des canaux différents. Il y avait une certaine défiance, donc il y a eu des initiatives par rapport aux autorités, il y a eu des initiatives. Il y a un certain nombre d'applis qui sont apparus. À l'IRSN, en tant qu'institut référent sur les aspects radioprotection, on a voulu voir ce que ces applications avaient dans le ventre. On en a testé un certain nombre. Et en avril 2013, on a décidé de se lancer dans l'aventure d'un projet de mesure par le public de la radioactivité dans l'environnement. Alors, immédiatement, effectivement, est apparu que c'était un projet de science participative. Bien que les initiatives aient eu lieu en période de crise, c'est un projet de science participative. Alors, assez rapidement, on se rend compte qu'il faut le faire vivre en situation normale, et fort heureusement, on espère que ce sera toujours le cas, mais qu'il est fortement et très utile en situation de crise. L'idée, c'est de mettre, quelle que soit la situation, le mesureur au centre du dispositif. Donc, ça veut dire que on a réfléchi effectivement à partir de ce moment-là à des fonctionnalités spécifiques, à l'ergonomie, à la qualité de la mesure. C'est des éléments qu'on a pris en compte d'entrée de jeu. Je vous parlerai tout à l'heure des capteurs. On a des installations chez nous et on les a tous testés. Et le testeur en chef, c'est François Trompier là, qui fera la seconde partie de la présentation. On a attaché une très grande importance à la qualité métrologique dès le début. Justement, pour nous, ça rentrait, c'est un critère de crédibilité. Alors, on a un partenariat qui est ouvert. On a historiquement 4 partenaires, donc l'Institut français, donc il y a 2 associations, l'Institut français de formateur des risques majeurs dans l'environnement et Planète Science, qui est une association pour promouvoir auprès des jeunes la science. On a le Fab Lab de Sorbonne Université et l'IRSN, donc Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et le petit dernier, là, depuis septembre, petit entre guillemets, c'est l'ANCLI, l'Association nationale des comités et commissions locales d'information. Donc, ils sont formellement partenaires, c'est-à-dire qu'on a une convention qui régit notre fonctionnement. Donc, c'est assez formalisé. Voilà. Bon. On l'a voulu comme ça au départ. Alors, c'est ouvert, bien évidemment. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que l'ANCLI est rentré. Alors, quel est l'intérêt en situation normale? C'est permettre au public de s'approprier la mesure de la radioactivité dans le cadre d'une démarche collaborative, participative. Un autre aspect fort, c'est d'intégrer cette démarche, ce système dans le cadre de démarches pédagogiques et éducatives. Donc, on verra plus loin des actions auprès de lycées, auprès d'IUT. Il y a un autre aspect, c'est compléter les données existantes, puisqu'il existe des réseaux nationaux et des réseaux officiels pour remonter des mesures. Et donc, c'est une façon de compléter notamment les données sur le bruit de fond radiologique et le rayonnement cosmique, on verra, qui est un projet dans le projet. Et il y a un autre aspect, c'est contribuer au rôle de vigie. C'est-à-dire que, on le verra, c'est une possibilité aussi de détecter des situations radiologiques anormales. Alors après, tout le problème, on le verra, là on va rentrer dans l'analyse de données, ça va être de les analyser et de les traiter. En situation de crise, c'est recueillir des mesures en temps réel. Donc là, je vous ai mis une cartographie qui a été faite avec le système Safecast autour de Fukushima. Donc, on voit l'intérêt. Donc là, une fois de plus, c'est complémentaire aux données qui peuvent être faites officiellement. Il faut anticiper justement le fonctionnement en temps de paix, c'est anticiper les données leur montée en masse, parce que en cas de crise, là, on n'a pas de problème pour motiver la population. On va avoir des remontées en masse et par contre, c'est quelque chose qui s'anticipe. Et enfin, c'est une opportunité, et ça on le voit dans les gestions de crise, de mettre le citoyen, d'impliquer le citoyen comme acteur dans la gestion de crise, en cas de crise. Et ça, c'est un outil, voilà, c'est une dimension qu'on a intégrée également dès le départ. Alors, le projet Open Radiation, projet de science participative, d'entrée de jeu, on a voulu qu'il soit open source, open data, pour la mesure de la radioactivité.
radioactivité dans l'environnement avec des capteurs connectés, donc mesures géolocalisées. Donc, il y a un site web, donc une base de données, et d'entrée de jeu, on a souhaité pouvoir donc visualiser les données qui viennent de différents dosimètres, j'en parlerai après, sous forme de cartographie qui représente, alors ça, on a pas mal réfléchi pour, avant de développer ce site, on a pas mal brainstormé, on s'est fait aider notamment de Daniel Mathieu qui a mis en place Stella Botanica, qui est un site de sciences participatives concernant les plantes. Et on a pas mal discuté justement sur les fonctionnalités spécifiques. Alors j'en citerai deux. Une, c'est d'avoir la possibilité de créer des espaces dédiés qu'on appelle nos missions. Quelqu'un fait une requête qui veut monter un projet pour faire la cartographie autour, je sais pas moi, de l'Arc de Triomphe. Il fait une requête, on lui offre un espace, adhèrent ceux qui veulent et ont accès à cet espace. Par contre, c'est visible de tout le monde. Et l'autre fonctionnalité, c'est la possibilité d'échanger autour d'une mesure, en particulier des mesures anormales. On peut commenter, on peut faire des contre-mesures. Voilà, donc ça, c'est deux fonctionnalités que l'on a développées en prenant en compte le REX de Stella Botanica. Espace d'échange autour de mesures, ça, voilà, j'en ai parlé. Le dosimètre, alors c'est un dosimètre connecté Bluetooth ou USB, ça c'est pareil, on a pris cette option dès le départ d'avoir un dosimètre externe, bien qu'il y ait des possibilités d'utiliser les caméras CMOS, mais c'est moins performant, donc c'est pour ça qu'on est parti dans un premier temps sur un capteur externe et une appli smartphone. Donc l'intelligence est dans l'appli smartphone, donc la géolocalisation, la transformation des données brutes du capteur en débit de dose, ça se fait, et la géolocalisation et toutes les métadonnées, voilà, sont intégrées au niveau de l'application. Donc, on a eu la volonté dès le départ de développer notre propre capteur. Alors, on a une version kit, qu'on verra juste après, à monter soi-même. Donc ça, c'est surtout dans le cadre de projets pédagogiques. Et on était parti pour développer une version packagée, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un peu de difficulté. Donc là, on est plutôt parti sur l'option, sur une sélection de dosimètres qui sont fabriqués qu'on trouve dans le commerce, qu'on a sélectionné et qu'on a adapté. Alors, le site web, on l'a mis en service en octobre 2017. On a fait un certain nombre d'évolutions. Donc, on affiche les données brutes. Ça, c'était également un problème de crédibilité. On n'a pas de filtrage. On n'a pas de filtrage sur les données affichées, sauf depuis qu'on a fait une version, mais ça, François Trompier vous en parlera, une version pour les mesures avions, parce que c'est pas tout à fait notamment les mêmes facteurs d'étalonnage. Donc, on affiche par défaut les mesures sol quand on arrive sur le site, mais non filtrées. C'est-à-dire que si vous voulez remonter une fake donnée, vous pouvez le faire, elle sera affichée. Donc, après, toute l'astuce, elle est dans la façon d'échanger, de discuter, et puis, au niveau de l'analyse, bien évidemment, il faudra les repérer, ces données. Donc, sur le site, je vous invite à y aller, hein, c'est Open Radiation. Vous avez des infos générales sur la radioactivité, vous avez des infos sur les bonnes pratiques pour faire une mesure. Vous pouvez créer une mission, vous pouvez vous enregistrer, voilà. Donc. Alors, concernant l'appli sur smartphone, on a eu une V1 en 2017, voilà, on fait une mesure, on peut rentrer des données contextuelles. Les métadonnées, c'est très important. Alors après, les métadonnées sont en fonction de l'objet qu'on cherche à mesurer, bien évidemment. Voilà, donc on a nous défini un certain nombre de métadonnées propres à la mesure de la radioactivité, et c'est très important. Associé à une mesure, on a une quarantaine de métadonnées, donc c'est quelque chose qui est assez important et qui sont très utiles pour l'analyse. On a fait évoluer notre application, voilà, pour faire une série de mesures, et la dernière évolution, c'est le mode avion dont vous parlera François. Les capteurs, ils sont là. Donc le premier en haut, là, à droite, c'est la version kit. Donc on voit, c'est un boîtier, c'est transparent. Donc à monter soi-même, ça marche bien. Et après, on a sélectionné et on les a passés au banc de test chez nous. On a des installations d'irradiation chez nous à l'IRSN. Et on les a passés, François de nouveau, on les a passés pour voir ce qu'ils avaient dans le ventre. On a retenu ceux qui avaient les meilleures performances. Et le petit dernier, c'est un détecteur qui était développé par une start-up française et qui fonctionne très très bien. Alors les fourchettes de coûts pour comparer avec
les moins chers, c'est celui-ci à moins de 200 €. Le plus cher, c'est celui-ci qui est autour de 500. Et autrement, la moyenne, c'est entre 100 et 200 €. Voilà, et on a créé, donc, on a fait évoluer notre appli pour avoir une fonction hub de façon à reconnaître automatiquement ces capteurs et pouvoir faire des mesures. Alors, quelques chiffres. Aujourd'hui, on a un peu plus de 200 000 mesures avec 150 contributeurs et on a commencé à gérer les alertes. Donc, on a mis un critère très simple, c'est des mesures avec des bits doses au-dessus de 0,3 microsieverts par heure. Voilà. Donc, on a un système d'alerte en interne auprès d'un nombre limité de personnes et on a commencé à définir des critères pour les traiter. Voilà, certaines s'expliquent facilement, d'autres et d'autres beaucoup moins. Donc, ces alertes, la difficulté, c'est qu'elles s'expliquent pour 98-99% des cas sans problème. Ça peut être un passage à un rayon X, c'est un exemple. Par contre, si on a une vraie alerte qui est, par exemple, un acte de malveillance, on peut imaginer ça, il faut qu'on puisse la repérer de façon derrière à prendre les dispositions nécessaires. L'équipe de capteurs, c'est un intérêt secondaire. Voilà la répartition des mesures par le monde. Donc, on est centré Europe, mais malgré tout, il y a des mesures qui sont faites. Alors, c'est par des Français qui se déplacent, mais aussi on a un certain nombre de mesureurs locaux en dehors de la France. En termes de distribution, donc ça, on a sorti les mesures seules et on voit que pour l'instant, on n'est pas les finement dans l'analyse, mais on voit que globalement, ça correspond bien à des distributions que l'on a avec des capteurs plus professionnels, et donc ça confirme la robustesse de la mesure. On a eu une première publication il y a un an, il y a à peu près un an, voilà, on a fait une première publication sur notre projet. Alors, l'utilisation des données, c'est un point important qui est aussi à l'ordre du jour. Donc, on est en open data, donc c'est la licence, la CD au DBL. Alors, elles sont utilisées par le public, bien sûr, au travers de la visualisation. Alors, on a mis plein de filtres sur le site, donc on peut filtrer, on a plein de filtres sur le temps, des fenêtres en temps, sur les gammes de doses, sur le type de détecteur, sur un projet particulier, sur une mission particulière dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, les utilisations envisagées aujourd'hui, il y en a qui sont évidentes. Alors, la première, ça paraît idiot, mais même si on a des mesures fiables, notre souci, c'est de consolider les données en y apportant éventuellement des données extérieures pour l'enrichir, de façon à pouvoir la mettre à disposition de la communauté scientifique. Donc, pour l'instant, on le voit là, c'est surtout des projets d'utilisation en interne IRSN dans le cadre de nos missions, d'instituts publics. Mais après, l'idée, c'est que ces données soient effectivement mises à disposition de la communauté scientifique, du public et de qui veut les utiliser. Alors, le premier point, c'est la gestion des mesures anormales, je vous en ai parlé. Donc, on a fait intervenir des spécialistes de l'AI et du deep learning. Donc, on est en train d'essayer de mettre en place des moulinettes sur la base de critères qu'on a définis pour justement gérer ces mesures anormales. Donc, c'est un gros travail, mais qui est très important et déterminant. Donc, ça, j'ai essayé de mettre qui était impliqué. Donc, ça, c'est typiquement un problème d'open radiation, mais en connexion avec l'IRSN, parce que l'IRSN, dans ses missions en dehors d'open radiation, a à gérer ce genre de situation. Il y a de l'analyse géostatistique, donc ça, c'est quelque chose qui est également intéressant et qui peut améliorer, par exemple, la représentation cartographique des données. La complémentarité avec des données environnementales, donc l'IRSN, par exemple, est en charge le réseau Téléréc, qui est un réseau officiel de mesures, donc ça vient compléter ces données. En cas de crise, c'est une aide à la décision, par exemple pour définir des zonages, parce que c'était remonté en temps réel. C'est aussi important pour caler des calculs. On utilise des modèles de dispersion en cas d'accident radiologique ou nucléaire en tout cas. Et donc, c'est une façon de caler avec des données qui remontent du terrain les calculs. Donc,
d'améliorer la justesse des prises de décision. Et puis, la validation de modèles dosimétriques, notamment à bord des avions. François vous en parlera. Alors, la communauté d'utilisateurs. On a d'abord des utilisateurs individuels, comme tout projet de sciences participatives, bouche à oreille. Alors, c'est une démarche à la fois opportuniste, hein, on le voit ici, hein, au travers de voyages, de déplacements. Comme c'est assez facile à utiliser, bon, voilà, c'est marrant. Bon, voilà. Simplement, après, effectivement, on va voir ce qui est compliqué, c'est d'avoir des utilisateurs qui l'utilisent dans la durée. Alors après, il y a la curiosité. Donc, certains, par exemple, sont guidés par la recherche du point chaud, par la connaissance de son environnement. Et par contre, on n'a pas vu, on s'attendait et on s'était préparé à avoir des fake données, étant donné que c'est ouvert et c'est sans filtrage, mais on n'en a pas eu. On a eu des données anormalement élevées parce que des gens recherchaient le point chaud, oui, mais c'était des vraies mesures qui n'étaient pas représentatives de mesures du bruit de fond dans l'environnement, mais c'était des vraies mesures. Voilà. Alors ensuite, il y a des communautés d'utilisateurs qui sont variées. On l'utilise dans le cadre de projets de mission avec un objectif spécifique. Donc, c'est le cadre de lycée. On a pas mal d'actions avec des lycées. On l'a intégré dans des projets de recherche européens. On a notamment des jeunes dans la région de Tchernobyl, en Biélorussie, qui ont mené un projet et qui était intéressant. Et c'était intéressant d'avoir le retour d'expérience de personnes qui sont habituées à vivre dans un environnement radiatif. Et notamment, ce qui leur a plu, c'est qu'on pouvait faire une mesure, remonter en temps réel et voir tout de suite sur une cartographie la donnée. Et ça, c'est quelque chose qui était très important. Bien qu'à l'époque, en plus, ils avaient une version, on n'avait pas encore la version anglaise à l'époque, ils ont utilisé une version de l'appli française, mais malgré tout, ils y ont trouvé un intérêt. On a des actions en territoire, notamment auprès des comités locaux d'information qui sont autour des sites, nucléaires. Donc ça, ce sont des projets pluralistes et on est en train de les mettre en place. Il y a un intérêt certain pour. Donc là, l'idée, c'est dans ces projets-là, ce qu'on essaie, c'est de donner les clés aussi. Il ne s'agit pas d'assister en permanence. C'est une des difficultés, parce que c'est du temps. Donc on essaye d'investir au départ et ensuite de donner des clés, de trouver des référents locaux. Ça, c'est un aspect important pour le déploiement. Et puis, on a des projets pluralistes autour de thèmes donnés. Un exemple, c'est Cosmic. François vous en parlera. Enfin, on a eu notre première journée utilisateur en janvier 2020. Un certain nombre de personnes qui sont là aujourd'hui y étaient, notamment Laure. Voilà. Et le retour, le premier ex, il est très positif parce qu'on a vu que ce qui était très intéressant, c'est que les gens se sont appropriés le projet. En tout cas, un certain nombre se sont appropriés le projet. Et on commençait déjà à proposer des évolutions, notamment sur les capteurs. Quelqu'un a installé un capteur en balise fixe et a fait une petite moulinette pour monter les données sur son balcon. Voilà, donc, ce sont des initiatives qui, pour nous, sont très intéressantes parce que ça montre qu'il y a une certaine appropriation. Il y a encore de la marge, du progrès, mais voilà. Alors, le bilan, côté utilisateur partenariat, il y a une croissance régulière. Donc, ça, c'est le point positif. Le point un peu de difficulté, c'est qu'il faut avoir des actions en continu pour maintenir la motivation et élargir la communauté. Donc, ça, mais je pense que c'est le propre de tout projet, c'est d'entretenir la motivation. Sur le site l'appli, on a beaucoup réfléchi à l'ergonomie et sur les fonctionnalités, notamment de remontée en temps réel. Donc ça, c'est quelque chose qui est un point positif dans les retours que l'on a. Alors, le coût du capteur, pour certains, parce que entre 100 et 200 euros pour un individuel, ça peut être un petit budget. Et puis, un point pour faire vivre ce genre de projet, il faut de la ressource pour l'exploitation et l'animation. Et ça, c'est un… Alors, le modèle économique, je n'en ai pas parlé, mais d'Open Radiation, on essaye bien évidemment de trouver des financements dans le cadre de contrats. Ce n'est pas forcément très évident. Voilà, donc il se trouve que pour l'instant, c'est l'IRSN qui est le financeur principal de ce projet-là, mais ce ne sont pas des projets… ce ne sont pas des projets extrêmement coûteux par rapport à d'autres projets de recherche.
Donc voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous a permis d'avancer et qui nous permet de faire des évolutions du système. Voilà. Mais n'empêche que tant pour avoir effectivement des budgets supplémentaires que pour élargir la visibilité, on cherche à le placer, à élargir les communautés et on cherche à le placer dans des projets, bien évidemment, notamment européens. Alors, un autre point important, c'est l'utilisation et la valorisation des données. Alors, on a un point fort, c'est la qualité des mesures et des métadonnées associées. Donc ça, c'est comme je disais, un critère important dès le départ. Et bien nous en a pris parce que on se rend compte que c'est un point très important pour la crédibilité. Il y a un intérêt évident dans le cadre de certaines missions de l'IRSN. Donc ça permet d'amorcer la pompe sur l'analyse et la valorisation des données. Là, on a du progrès encore à faire, c'est l'ouverture à d'autres utilisateurs et utilisations. Donc ça, des partenariats avec CASPA, effectivement, sont très importants en ce sens-là. Et puis, il y a des ressources qui sont spécifiques. Il faut mettre de l'IA, il faut mettre du deep learning, effectivement, autour de l'analyse de données. Donc, c'est de la ressource, c'est du temps et de la ressource spécifique. Enfin, les perspectives. Pour les partenariats, c'est poursuivre un certain nombre de choses. Donc, les deux premières, j'en ai déjà parlé. L'intégration dans des projets de R&D, l'ouverture à d'autres projets de sciences participatives. Donc, on a des liens avec Bélissama, c'est la présentation qui viendra après, faite par Laurent Philippe, avec CASPA. Voilà, donc ça, c'est des choses que l'on cherche à faire, même si, la matière que l'on mesure, la radioactivité, c'est pas forcément complètement évident à connecter avec de la qualité de l'air ou de l'eau. Mais enfin donc après, l'idée, c'est de voir comment on peut intégrer, avoir une démarche intégrative pour ce type de données. Et puis le public, l'implication du public pour des évolutions du système, des fonctionnalités du système et de ce qu'on peut proposer. Alors sur le site l'appli, l'amélioration du site, donc il y a des choses qui sont envisagées sur la représentation carto, sur la communication. Sur les détecteurs, on réfléchit à l'implémentation de nouvelles fonctionnalités, dont les fonctions d'autonomie. L'idée, c'est d'aller aussi vers une offre de balises entre guillemets fixes. L'idée étant d'avoir des moniteurs qui fonctionnent un peu en continu, sous forme de vigie dans l'environnement. Et c'est enrichir un peu la mesure avec des informations spectrométriques. Donc ça permet de mieux définir, par exemple, la nature de la source. Et le dernier point, valorisation des données. Donc la consolidation de la base est en cours. Et puis, il y a les actions que je vous ai mentionnées qui sont également en cours, mais qui nécessitent du temps. Et un point important, c'est également ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'identification de voies de valorisation, c'est l'intégration à d'autres données. Voilà, donc c'est complètement ouvert. Alors pour ça, il faut une équipe motivée. Et s'il y a un retour d'expérience à faire, ça c'est un point extrêmement important, c'est que sans un noyau dur, alors qui n'est pas forcément monstrueux, c'est 4, 5, 5, 6 personnes, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui, clairement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et c'est une aventure humaine qui est intéressante et j'ai vécu pour la première fois me concernant. Voilà. Merci pour votre attention.